Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans la caverne du FX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui on s'attaque enfin aux simulations de fluides, comme je vous l'ai annoncé donc lors de la précédente vidéo. Donc on étudie un par un donc les modificateurs, et aujourd'hui il s'avère qu'on va étudier donc le modificateur de fluide. Donc le modificateur de fluide a changé depuis la version de 81 en fait, donc il est passé sur une autre façon de calculer donc les simulations de fluide et de fumée avec le plugin Mantaflow, d'accord. Donc Mantaflow, vous allez trouver donc un lien en description pour le télécharger, d'accord. Donc c'est avec la version 2.82 qu'il est disponible, donc avec la version bêta. J'ai fait une vidéo là-dessus pour expliquer pourquoi je passais donc de la 2.81 à la 2.82. C'est pour ce motif, d'accord. Donc c'est uniquement pour les calculs de fluide et de fumée qui est beaucoup plus performant, d'accord. C'est vrai que Blender, en fait, il y a quelques temps, il était un petit peu à la ramasse par rapport à ça, au niveau des calculs de simulation. Il y avait Houdini qui le faisait très très bien, Maya, 3ds Max, etc. Et Blender était un petit peu à la traîne. Alors que là, il reprend un petit peu d'avance avec ce nouveau plugin Mantaflow. D'accord. Donc aujourd'hui, je vais vous enseigner donc comment le paramétrer, d'accord, comment il fonctionne en détail, en sachant que j'ai pris énormément de temps pour le comprendre en fait, d'accord. Donc parce qu'il y a de la documentation sur le site de Mantaflow, vous pouvez aller la consulter. Le problème c'est que la documentation est vraiment trop technique en fait. Ça parle donc de script, de comment ça calcule au niveau du script, au niveau de la programmation, mais en termes pratiques, ça explique pas grand chose. Voilà. Donc du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que pendant ces derniers jours, j'ai essayé donc pas mal de paramètres en fait au niveau de Mantaflow. Essayer de comprendre comment il fonctionne, voilà, comprendre ses mécaniques, comprendre sa façon de calculer les choses, et du coup c'est ce que je vais essayer de vous retranscrire. Donc du coup les informations que j'ai sont uniquement personnelles, d'accord, donc du coup c'est pas des choses qu'on m'a apprises ou que j'ai pu voir, en fait c'est vraiment des choses que j'ai tentées et que j'ai essayé d'assimiler tout seul, d'accord, donc d'essayer de comprendre tout seul. Donc j'espère que ce tutoriel vous plaira et que ça pourra vous aider pour vos futures simulations. Donc en tout cas voilà, donc il y a pas mal de retours de votre part, comme quoi vous l'attendez avec impatience, ce tuto, parce qu'effectivement c'est une nouvelle fonction qui est encore très peu abordée, on voit des rendus de simulations sur internet, quand vous tapez Mantaflow sur YouTube, il y en a des tas et des tas, mais les tutos qu'on parle correctement, il y en a pas du tout. Clairement, j'ai essayé d'en trouver, de regarder un petit peu ce qui se faisait à côté. Il y en a très peu. Il y a des personnes qui vont effectivement effectuer des simulations de feu, de fumée, etc., de fluide, mais ils n'expliquent pas forcément comment ça fonctionne et comment Mantaflow calcule les choses. Voilà. Donc du coup, je vais essayer de vous le retranscrire aujourd'hui. Ok. Donc on se retrouve tout de suite sur Blender pour le tutoriel. À tout de suite. Voilà, donc nous voilà donc sur Blender, donc du coup ce tutoriel forcément sera très très long parce qu'il y a énormément de paramètres comme vous allez le voir, il y a énormément de notions de physique basique, donc c'est vraiment de la physique basique, mais voilà, qu'il faut comprendre quand même, qu'il faut assimiler, et du coup essayer de comprendre comment le logiciel fonctionne et calcule les choses, d'accord. Donc du coup on va créer des scènes assez basiques, où on va rentrer donc des paramètres complètement différents, qu'on va jouer donc ensemble, et du coup qu'on va voir comment elles vont agir en fait pour essayer de comprendre le logiciel, d'accord. Donc là on va commencer par créer ici donc sur la scène principale, donc un cube, Shift A, Mesh, un cube, d'accord. Donc ce cube actuellement fait une taille donc de 2 par 2, d'accord. Donc on a ici donc les tailles. Ensuite donc dans ce cube, je vais inclure dans ce cube un tor, d'accord, donc un torus, ok, que je vais redimensionner à 0.25, d'accord, comme ceci. Donc du coup maintenant j'ai un torus donc ici avec ces dimensions là, d'accord, donc 0,625, 0,625 et 0,125 de hauteur, ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le torus un petit peu au-dessus de ma scène, d'accord. Donc un petit peu au-dessus de mon cube, voilà, juste ici, donc à la limite, ok. Et on va renommer mes éléments sur la droite pour savoir de quoi on parle, d'accord. Donc ici, ma collection, je vais la renommer en appuyant sur F2, et du coup, je vais l'appeler simulation, hop. Excusez-moi, parce que du coup, j'ai le micro en face. Voilà. Le cube, ça sera du coup notre conteneur. Et le torus, ça sera notre source. Donc F2, encore une fois, hop, source. Donc rajoutez le chiffre 1 à chaque fois, après chaque dénomination, on va dire comme ça, pour en fait savoir de quoi on parle, d'accord. Donc sachant qu'on va créer plusieurs simulations, donc on va dupliquer cette simulation plusieurs fois, pour pouvoir lui rentrer des paramètres différents, d'accord. Donc avant de faire ça, on va commencer par comprendre comment fonctionne la simulation de fluide, d'accord. Donc ici, quand on va pas dans les paramètres physiques, d'accord, donc ici sur Blender, on a ici donc fluide, d'accord. Donc on va appliquer fluide à mon cube, d'accord. Voilà. Ensuite, on va sélectionner mon torus, d'accord, donc ma source 1, et pareil, je vais lui appliquer le modificateur fluide, d'accord. Donc en sachant que tout ce qui fait partie d'une simulation
de fluide, d'accord, donc que ce soit donc les éléments qui vont interagir dans notre simulation, donc les obstacles, les sources et les conteneurs, d'accord, doivent avoir le paramètre fluide activé, d'accord. Maintenant on va commencer à attribuer donc des fonctions à mes objets. Donc là on a un conteneur, d'accord, donc il faut le dire ici dans la simulation de fluide, qu'est-ce que mon conteneur, d'accord, qu'est-ce que c'est? Du coup ça va être mon domaine, d'accord, donc mon domaine c'est quoi? C'est la quantité d'eau que ma simulation va pouvoir générer, d'accord? Donc la quantité d'eau que j'ai à ma disposition. J'ai une bouteille d'1 litre, c'est mon conteneur, d'accord? J'ai 1 litre d'eau à ma disposition. Après, peu importe ce que j'en fais, est-ce que je le verse, est-ce que je l'éclate sur le mur, enfin voilà, peu importe. Mais du coup, j'ai à ma disposition 1 litre de liquide, d'accord? Donc là, c'est ça. Aujourd'hui, on a quoi? On a un cube qui fait 2 par 2 par 2, d'accord? Donc 2 mètres par 2 mètres, et avec une hauteur de 2 mètres. Donc du coup, si on fait un calcul, on a ici un volume de 8 mètres cubes, d'accord? Puisqu'on fait donc 2 fois 2, d'accord? Donc 2 fois 2 pour calculer l'air de mon cube, qui est de 4 mètres carrés, et ensuite la hauteur, d'accord, qui est de 2 mètres. Donc on fait 4 mètres carrés fois 2 mètres de hauteur, ce qui me donne 8 mètres cubes d'eau, d'accord? Donc 8 mètres cubes de volume. Donc ça, c'est le volume de mon cube, ok? Très important pour la suite des choses. Ensuite, on a ici, donc, vous voyez que là, donc, du coup, mon cube est devenu en fil de fer. Donc ça, pareil, on verra après. Donc ensuite, on a ici ma source, d'accord? Donc ma source 1, pareil, il faut lui indiquer qu'est-ce qu'elle va faire dans la simulation. Est-ce que ça va être un effecteur? Est-ce que ça va être quelque chose qui va affecter ma simulation? Non. Ça va être la source de mon flux, d'accord? Par où mon flux va arriver, ok? Donc le conteneur, rappelez-vous, je prends encore une fois l'exemple de la bouteille d'eau. Donc on a la bouteille d'eau, le flux, donc la source, ça va être quoi? Ça va être quand je relève le bouchon, donc du coup de ma bouteille d'eau, ça va être donc l'entrée pour la sortie du fluide, d'accord? Par où mon fluide va sortir, tout simplement. Donc là, il faut lui indiquer également, donc quand on règle ici sur flux, qu'est-ce qu'il va faire? Donc type de flux, est-ce que c'est un flux de type fumée? Est-ce que c'est du feu plus fumée, ou uniquement du feu, ou du liquide? Nous, ça va être du liquide, d'accord? Donc la simulation feu, fumée, etc., on la verra plus tard. Ensuite, donc mon domaine, pareil, quand on va ici donc dans les paramètres de domaine, il faut dire quel est le domaine, quel est le type de mon domaine? Est-ce que c'est du gaz? Donc est-ce que ça va produire donc des volumétriques? Ou est-ce que c'est du liquide? À l'occurrence, c'est du liquide, ok? Et voilà ce que ça fait, d'accord? Du coup, ça m'a raffiché mon cube, en sélectionnant donc liquide, puisque c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir, d'accord? C'est quelque chose de visuel, ok? Voilà, donc ensuite, maintenant, on va commencer par comprendre donc le paramètre qui est ici, en bas, donc là, la division, donc le type de résolution de division. Donc pour comprendre ça, on va passer ici donc dans l'onglet animation. Voilà. Et du coup, donc là, j'ai ma scène texturée, enfin voilà, avec en mode solide, d'accord, donc GD. Et ici, par contre, je vais passer en fil de fer, pour essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. Donc rappelez-vous, aujourd'hui, j'ai un cube qui fait donc 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres, d'accord, donc un volume de 8 mètres cubes. Si je regarde ici, on a un petit carré qui est apparu, d'accord? Donc là, par exemple, si j'enlève ma simulation, donc là, quand je retourne dans mes physiques, hein, hop, ici, donc si j'enlève ma simulation, voilà, mon cube disparaît, d'accord? Donc à quoi correspond ce cube? Bah, c'est tout simplement le nombre de subdivisions, d'accord? Donc le nombre de divisions de mon volume. Encore une fois, ce n'est pas le cube qui va être divisé, c'est le volume, d'accord? C'est ça qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'au départ, tout le monde pense que voilà, ça va calculer par rapport aux faces, par rapport aux arêtes, etc. Non, c'est uniquement une question de volume et de contenance, d'accord? C'est, voilà, ça calcule comme ça. Donc aujourd'hui, on a un volume donc, de 8 mètres cubes, d'accord? Donc je vais essayer de vous l'expliquer ici. On va recréer un cube, donc vous le faites pas, hein, d'accord? C'est juste pour l'exemple. Mon cube ici, donc je vais le décaler par là, je vais repasser en mode solide, hein, vite fait, pour que vous puissiez comprendre. Hop, voilà. Donc aujourd'hui, j'ai un cube, donc de 2 par 2 par 2. Si aujourd'hui, donc je réduis le nombre de divisions ici, on va passer donc avec des valeurs très basses, à 6, d'accord? Donc c'est le minimum qu'on peut avoir, hein, au niveau de la résolution, vous voyez que je peux pas aller plus bas, d'accord? Ça veut dire qu'aujourd'hui, mon cube, si là je repasse en fil de fer, il a été divisé par 6, d'accord? Donc le volume de mon cube va être divisé par 6. Mais là, vous allez me dire, bah non, ça fait pas 6 carrés, là. Si on prend ce petit carré-là, jamais je pourrais le mettre que 6 fois ici. Non, parce que justement, ça, encore une fois, ça divise le volume. D'accord? Donc ça va diviser ma longueur 6 fois, ma largeur 6 fois, et ma hauteur 6 fois. D'accord? Donc ça va générer autant de cubes comme ça. Donc là, je vais essayer de vous l'illustrer comme ça rapidement, hein, pour voir voilà, voir à quoi ça ressemble. Donc ici, si je prends aujourd'hui donc ma mesure donc de 2 mètres, là je vais juste chercher ma calculatrice, hop, pour que vous puissiez comprendre au niveau des calculs ce que je fais. Hop, voilà, donc là je fais ma calculatrice. Donc aujourd'hui on a un volume de 8 mètres cubes, hein, comme je vous ai dit. Donc là j'ai 2 mètres. 2 mètres de longueur, d'accord? 2 mètres de profondeur, 2 mètres de hauteur. 2 mètres de longueur qui vont être divisés 6 fois, donc 2 mètres à diviser par 6. Ce qui me donne des cubes qui vont être générés de 0.33.
d'accord? Donc une valeur de 0.33, on va arrondir, hein. Je vais pas prendre en compte les 33, mais 0.33. Donc c'est-à-dire que ce cube-là qui a été généré, il fait 0,3 par 0,3 par 0,3, d'accord? C'est aussi simple que ça. Donc là, c'est ce que je vais faire pour vous imager un petit peu ce que ça fait. Donc là, ce cube-là, je vais le redimensionner à 0.33 par 0.33, hop, et par 0.33. Encore une fois, on prend pas les décimales, hein, mais bon, après il nous manquera un petit peu de cubes, mais vous inquiétez pas, c'est pas gênant. C'est juste pour que vous puissiez comprendre. Ah, donc aujourd'hui, j'ai donc ici mon domaine qui a été divisé 6 fois, rappelez-vous, hein, encore une fois, je me répète, mais c'est très important, 6 fois. Donc j'ai un cube de 0.33 qui a été généré ici. Sauf que du coup, Mantaflow, qu'est-ce qu'il fait lui? Donc il va prendre le volume complet de mon cube, et il va diviser donc encore une fois la longueur, la profondeur et la hauteur, 6 fois. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer de simuler le calcul que Mantaflow fait, en ajoutant donc un modificateur de tableau, d'accord? Et du coup, ça veut dire que ça me crée donc 6 instances de mon cube, donc 6, comme ceci, sur l'axe donc des x, d'accord? Donc pour la longueur. La profondeur, ça va être l'axe des y, d'accord? Donc là, je change, hop, l'axe des y, d'accord? Donc pareil, ça va me créer 6 cubes sur l'axe des y, ok? Et encore une fois, 6 cubes sur l'axe des z. Donc je copie encore une fois, hop, et là je change, donc 6 cubes sur l'axe des z, d'accord? Donc voilà en réel ce que j'ai actuellement par rapport au nombre de subdivisions que j'ai appliquées ici, d'accord? 6, puisque ça me divise 6 fois ma longueur, 6 fois ma profondeur et 6 fois ma hauteur. Donc ça me crée cette forme-là. Donc c'est-à-dire que ma simulation aujourd'hui a tous ces cubes-là, donc toutes ces valeurs de volume, pour calculer mon fluide, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qui va déterminer donc le calcul de mon fluide? Ça va être le torus que j'ai ici, d'accord? Donc là, ce que je vais faire, c'est quelque chose de très simple, on va essayer de superposer les deux formes, d'accord, comme ceci, ok? Donc vous ne vous souciez pas de là, hein, d'accord? C'est juste pour l'exemple, après ce cube-là, on va le supprimer. Voilà, donc même si c'est pas parfait au niveau de l'alignement, d'accord, j'ai quand même ici mon volume de base, d'accord, un petit peu moins, parce que rappelez-vous, on a des valeurs donc décimales à 0,33, donc il manque un petit peu sur les côtés, mais c'est normal. Et maintenant, voilà, donc du coup, ma simulation ressemble à ça, d'accord, en réel. C'est-à-dire que mon domaine a été divisé, du coup, il a créé, si on fait le calcul, hein, rapidement encore une fois, donc 6 fois par 6, hop, d'accord, donc ça crée 6, donc ça crée 6 cubes 6 fois, d'accord, fois, encore une fois, 6. D'accord? Donc ça crée 216 cubes normalement. Ah, donc là, si du coup je décoche donc toutes mes autres sources, et que du coup donc je vais calculer le nombre de cubes que j'ai à ma disposition, donc là j'ai 1296 faces pour cet élément créé, donc ça fait 1296 à diviser donc par 6, 6 donc le nombre de faces d'un cube, et du coup ce qui me fait 216 cubes, d'accord? Donc actuellement j'ai 216 cubes au niveau de mon volume global pour faire mon calcul de fluide, ok? En sachant que chaque cube du coup fait 0,33, d'accord, fois 0,33, donc la profondeur, fois 0,33, la hauteur, ok. Donc ce qui me fait un volume donc de 0,003, enfin 0,3, pardon. Si maintenant on multiplie donc ça par 216 cubes, j'ai quasiment mon volume, encore une fois, vu qu'on n'a pas calculé les décimales, c'est normal, hein, il m'en manque un peu, mais j'ai quasiment mon volume de 8 mètres cubes, rappelez-vous, ok. Donc voilà ce que ça fait. Maintenant, comment Mantaflow va calculer donc la chose? Donc là, ce cube-là, vous pouvez le supprimer, hein, d'accord, si vous l'avez créé. On va retourner sur ma simulation de base. Donc là, Mantaflow, voilà, donc va diviser mon cube, voilà, 8 fois, etc., donc en accordant des petits cubes, puisque j'ai donné un niveau de subdivision à 6, ok? Ici. Maintenant, Mantaflow, lui, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, ok, donc là, j'ai un domaine qui a été divisé tant de fois, et là, j'ai une source. Maintenant, il va calculer donc le volume de la source pour savoir qu'est-ce qui va... en fait, si vous voulez, donc la source va prendre donc, le volume de la source, encore une fois, mais du coup, il va calculer donc combien de fois mon volume créé, d'accord, donc volume divisé, va interagir avec ma source. Là, aujourd'hui, si je fais un calcul de simulation, donc on va le faire rapidement, Big Data, ça va calculer donc ma ressource, vous voyez, très très vite. Pourquoi? Parce que du coup, il va savoir de base que ma source, elle est trop petite par rapport à ma division de volume, d'accord? Puisque là, j'ai un volume trop grand par rapport à ma source. Vous voyez que là, mon cube, si j'essaie de le mettre dedans, en fait, hein, il va le dépasser, voilà. Et du coup, s'il le dépasse, Mantaflow ne le détecte pas, donc il ne va pas le calculer, ok? Donc là, je joue ma simulation, voilà. Et du coup, on voit que rien ne se passe, d'accord? Absolument rien ne se passe, puisque rien n'a été calculé, puisque mon volume est trop grand. En revanche, maintenant, si j'augmente
le nombre de divisions, d'accord? Donc là, on va le passer sur un nombre assez élevé à 64. Donc rappelez-vous, c'est-à-dire que j'ai 64 fois 64 fois 64. Donc là, on va calculer combien ça fait. Hop. Voilà, fois 64. Ça me donne 262 144 cubes, d'accord? Donc ça, c'est les éléments que j'ai à ma disposition. Donc maintenant, mon cube, ici, on peut voir que donc sa taille, juste visuellement, hein, on peut voir que sa taille rentre parfaitement dans mon torus, d'accord? Donc ma source. Donc Montaflow va pouvoir calculer des points d'interaction et du coup générer le fluide dans le volume de mon torus, ok? Pareil, après on fera un autre exemple pour que vous puissiez comprendre en fait. Hein. Je sais que c'est assez complexe, hein, mais vraiment c'est super intéressant à comprendre, parce qu'une fois qu'on a compris ça, après les simulations sont plus un secret pour nous, d'accord? Après on peut jouer avec tous les paramètres, faire ce qu'on veut avec les simulations, parce qu'on a compris la logique de calcul, ok? Donc là, si je fuis un bake data, donc vous voyez que ça prend un peu plus de temps, et là on va voir en fait que ma simulation va parfaitement marcher, puisque Mantaflow peut calculer l'interaction du volume créé, d'accord, donc volume généré, du volume divisé 64 fois, avec le volume de mon torus, d'accord? Et c'est le volume de mon torus qui va donner vie à mon eau, ok? Actuellement, si je regarde, donc là voilà, ça finit de calculer, si je regarde, j'ai donc un type liquide, et du coup, c'est quoi? Flow behavior, donc ça veut dire donc le comportement de la source, entre guillemets, ça va être la géométrie. Donc c'est-à-dire que là, quand ça va me créer de l'eau, quand ça va me créer donc la forme que je souhaite, ça va me créer uniquement ma géométrie, d'accord? Puisque c'est pas un flux constant, c'est pas un flux qui va générer constamment sa géométrie, non, il va générer une fois son volume, avec l'interaction de ses cubes, rappelez-vous, et il va me le donner, ok? Donc là, regardez, si maintenant je fais ici, donc je clique sur mon domaine, et du coup je dois calculer également le mesh visuel, hein, d'accord? Donc je dois convertir mon domaine en quelque chose de physique, parce que là pour l'instant c'est qu'une simulation de particules. Je coche ici mesh, d'accord, pour générer mon mesh. Pour l'instant, je vais mettre un seul niveau de division, hein, donc ça vous allez voir après pourquoi. Le radius, pareil, on va laisser par défaut. Et là, je clique sur Bake Mesh, d'accord, pour calculer mon mesh et du coup lui donner vie. Donc là, voilà, vous voyez. Donc mon domaine a complètement disparu. J'ai toujours ici ma source, d'accord, donc ma référence de volume. Et du coup, voilà ce que ça a créé, d'accord. Donc ça a créé donc du liquide tout autour de mon torus, d'accord, vous voyez, par rapport à l'interaction, encore une fois, qu'il a avec le volume, mais ça ne va pas dépasser son volume à lui, d'accord? C'est le volume d'eau que j'ai, donc c'est le volume de source, ok? C'est comme si, par exemple, vous prenez, donc encore une fois, l'exemple de la bouteille d'eau, vous remplissez un verre d'eau, d'accord? Donc si vous versez ce verre d'eau, bah, ça va être uniquement la contenance du verre d'eau, ça va pas être la contenance du domaine total, d'accord? Là c'est pareil, j'ai un domaine total, ma bouteille d'eau, donc mon domaine, j'ai mon torus, donc c'est mon verre d'eau, ma contenance de verre d'eau. Si je verse mon verre d'eau, bah voilà, il n'y a que le torus qui va se propager. Donc là, regardez, hop, voilà. Vous voyez? Donc là, le volume d'eau généré est proportionnel au volume que j'ai de disponible dans mon torus, d'accord? Donc c'est le volume d'eau qu'il peut contenir, d'accord? Très important. Donc voilà, par exemple, comment donner donc de la forme à l'eau, d'accord? Vous appliquez donc le générateur en fait de flux, donc ce qui va produire le flux à l'élément en fait donc 3D que vous avez à votre disposition, et c'est lui qui va générer l'eau par rapport à son volume, ok? Donc voilà ce que j'ai, ok? Voilà. Donc voilà comment fonctionne Mantaflow pour le calcul des fluides, ok? Maintenant, on va libérer ma data, donc ici en free data, d'accord, donc ça va effacer le cache, hein, enfin pas l'effacer physiquement, mais ça va le libérer, ça va me permettre d'accéder à mes paramètres à nouveau, et maintenant on va essayer donc de jouer un petit peu avec les paramètres, d'accord? Donc là, par exemple, supposons que je supprime ma source, d'accord, hop, et je vais la remplacer par un plan, d'accord, donc là on va mettre un cercle, avec donc une face, ici, un remplissage en n-gone, d'accord, donc juste une face, donc si je repasse en mode solide, hop, voilà ce que ça donne, d'accord? Donc un cercle avec une seule face, et 32 subdivisions, donc là je peux largement les baisser, on va mettre à 16, d'accord? Maintenant, donc cette source-là, pareil, donc je repasse en mode face, je vais la monter un petit peu, comme le torus, et du coup je vais la réduire à 0.25, comme mon torus, d'accord? Donc elle aura exactement le même diamètre que mon torus de tout à l'heure, d'accord? Maintenant, si là, j'essaye donc de lui appliquer, ici dans Fluide, hein, rappelez-vous, le flux, ok, en géométrie, je lui dis que c'est du liquide, d'accord? Je lui dis, bon bah voilà, donc les paramètres ça pour l'instant on laisse donc par défaut, hein, voilà. Et maintenant, je vais essayer donc de recalculer ma simulation, d'accord? Donc je repasse en fil de fer hein, pour voir ce qu'on fait. Je recalcule ma simulation, donc là ça va calculer. Du coup il va interagir donc avec, rappelez-vous, mon plan, ok? Donc mon cercle avec mon plan, et on va voir ce que ça génère.
Ah, donc là, ça fait mon calcul, hop. Je vais ensuite calculer mon mesh, d'accord? Parce que là, pour l'instant, c'est qu'une instance de particules, rappelez-vous. Je calcule mon mesh, voilà, ok. Donc là, ça a calculé, encore une fois, par rapport au volume que prend mon cercle dans l'espace, d'accord? Parce que là, du coup, il a plus d'épaisseur, hein, mon cercle n'a pas d'épaisseur, d'accord? Il n'a pas de volume, concrètement. Mais c'est le volume qu'il prend dans la scène, d'accord? Et en fait, ce volume-là, il est déterminé dans le réglage de la source. Donc ici, comme vous regardez, on a ici la source du flux, c'est quoi? C'est un mesh, d'accord? Est-ce qu'il est planaire? Est-ce qu'il est plat? Oui, j'aurais dû cocher cette option-là, mais là, je l'ai pas fait volontairement. Et la surface émission, donc en gros, c'est l'épaisseur en fait de l'émission, d'accord? Qu'est-ce qui va émettre, justement quel est le volume simulé de ma surface, d'accord? Parce qu'une surface de base, elle est plate, donc elle n'a pas de surface. Et là, c'est à vous de rentrer une valeur que vous souhaitez donner à votre plan. D'accord? Donc justement, il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires que la seule chose qui marchait, c'était une sphère. Eh ben non, vous voyez que la preuve que non, puisque là, c'est un plan, d'accord? Tout ce qu'il y a de plus basique, et ça m'a quand même généré de l'eau, d'accord? Donc rappelez-vous que c'est relatif par rapport au nombre de subdivisions, puisque la division doit être assez importante pour interagir avec le volume de mon plan. Donc là c'est le cas, hein. Vous voyez comme là mon cube peut interagir avec le volume de ce plan parfaitement, même s'il n'en a pas, parce que c'est simulé, mais du coup me produit en fait une quantité d'eau, voilà, comme ceci, relative à sa géométrie, encore une fois, hein. D'accord? Voilà, donc là, on va faire d'autres réglages, hein, pour que vous puissiez comprendre encore une fois. Donc là, je vais activer isplanar, d'accord? Donc il est plat. Il est plat. Ah, donc maintenant que j'ai déterminé donc il est planaire et du coup qu'il a une épaisseur donc de 0,25, d'accord, je vais également lui donner une vitesse initiale, d'accord. Donc la vitesse initiale, comment ça fonctionne? Ça fonctionne en fait que donc la source en fait donc de mon flux va être influencée sur les axes, d'accord. Donc la sortie de mon flux aujourd'hui elle est influencée par quoi? Elle est influencée par la gravité, d'accord. Donc la gravité va tirer mes particules vers le bas, ce qui vont les faire interagir avec mon volume, encore une fois, pour générer ma simulation. Si je lui donne une impulsion initiale, d'accord, donc une force initiale, donc là c'est calculé en axe, donc c'est-à-dire que là par exemple si j'influençais sur l'axe Z, ça va monter ou descendre, d'accord? En sachant que j'ai un plan comme ça stationnaire, si je mets donc du plus 1, ça va aller vers le haut, d'accord? Si je mets du moins 1, ça va aller vers le bas, d'accord? Donc là, par exemple, je vais mettre une force de moins 1, volontairement, d'accord? On va recalculer ma simulation. Donc là, l'émission, par contre, je vais la baisser à 0, juste pour voir, hein, pour comprendre un peu ce que ça fait. Je bake ma data, d'accord? Donc là, ça va faire le calcul de ma simulation. Voilà. Donc là, c'est assez rapide avec 64 niveaux de subdivision. Pourquoi aussi? Parce que c'est par rapport au cache, hein. Ça, pareil, je vais vous l'expliquer. Comme je dis, c'est un peu complexe, en fait, à expliquer, parce que tous les paramètres sont relatifs les uns aux autres, d'accord? Voilà, donc là, du coup, j'ai généré ma simulation. Et là, on voit que, du coup, ça n'interagit plus. Pourquoi? Parce que j'ai déterminé que ma source était planaire, d'accord? Donc ici, et par contre, j'ai pas mis donc de surface d'émission, d'accord? Donc il a pas il a pas de matière avec laquelle travailler. Il dit ok, c'est un plan, mais un plan ça a pas de volume, d'accord? Donc du coup, je peux pas le générer moi-même. Alors que quand c'est décoché, rappelez-vous, il génère un volume lui-même, d'accord? Qui calcule, je ne sais pas comment ça par contre, mais qui va générer de base. Et du coup, si je lui dis non, attention, ça c'est un objet planaire, donc du coup il a pas de volume puisqu'il est plat. Donc c'est à moi de déterminer le volume précisément. Donc là, je vais lui donner un volume de, on va donner 2. D'accord? Hop. Du coup, je recalcule. Hop, excusez-moi, j'ai bougé mon cube. Du coup, je recalcule ma simulation. Hop. Ah, donc le bake de la data, très important en fait, hein, c'est ça qui vous permet donc de calculer l'interaction des particules donc générées par Montaflow avec le volume, d'accord? Et après, le bake du mesh, ça vous permet de générer le mesh que vous voulez voir. Le liquide, ça pareil, c'est un paramètre qu'on abordera après, d'accord? Je pense que ce Montaflow, je vais l'aborder en plusieurs parties, parce que c'est vraiment très complexe et très dense. Mais là, on commence tout doucement à aborder les paramètres un par un. Ok? Voilà. Donc là, ça m'a généré une forme, d'accord? Je lui ai donné donc l'information comme quoi il était planaire, donc du coup, et qu'il n'avait pas de volume de base, et c'est à moi de créer mon propre volume, d'accord? Donc du coup, là, je lui ai donné un volume de 2, du coup, je ne sais pas à quoi ça correspond en termes de volume, est-ce que c'est un volume de 2 mètres cubes? Je sais pas. Mais voilà, en tout cas, ça m'a donné une valeur de 2 en termes de taille, ok? Donc je pense que c'est 1 et 1, voilà. Ok? Donc maintenant, si je joue ma simulation, hop, voilà ce qui se passe, d'accord? Donc du coup, ça a généré donc mon volume par rapport au plan, ok? Et ça m'a donné donc une quantité de volume que j'ai déterminée ici sur ce paramètre-là, d'accord? Ah, donc maintenant, je vais donner donc une valeur, par exemple, de division beaucoup moins importante, en fait, hein, pour voir comment ça interagit avec mon mesh. Donc là, on va essayer de donner une valeur à 32, d'accord? Donc je sais qu'il est toujours
plus petit que mon volume de base, donc d'accord, donc c'est bon, ça va fonctionner, pas de souci, puisque j'ai compris ça, d'accord. On bake ma data, on bake mon mesh, d'accord, donc du coup ça va calculer le mesh à partir du fluide, et voilà ce que j'obtiens, d'accord, donc du coup j'obtiens une densité de fluide beaucoup plus importante, comme on peut voir ici, d'accord, au niveau du rendu, d'accord, mon fluide est beaucoup moins fluide, c'est le cas de le dire, puisqu'il a beaucoup moins de subdivision et beaucoup moins de division de volume pour interagir, d'accord. Mais ensuite, il y a un autre paramètre qui rentre en jeu, d'accord, en sachant que là, la division que vous avez à ce niveau-là, c'est la division de votre domaine, encore une fois, la division de votre volume. Ça va déterminer donc la quantité d'eau générée, la qualité d'interaction avec ma source, d'accord, et comment il va agir dans le monde, d'accord, donc la quantité d'eau que vous avez à votre disposition. Par contre, la qualité de l'eau, d'accord, donc la fluidité de l'eau, elle est déterminée par rapport au mesh, puisque c'est le mesh qui est généré, d'accord, les particules, on s'en fout. C'est les particules qui vont interagir avec mon volume, elles vont générer des collisions, d'accord, ce qui va créer, donc rappelez-vous, donc l'interaction avec les cubes, et là, pour l'instant, si on regarde ici, j'ai une division, un niveau de division, c'est-à-dire que ce cube-là, quand il va interagir avec ma particule générée, ça va le diviser une fois, ok, ça va le subdiviser une fois. Donc maintenant, si j'augmente cette valeur-là, regardez, hop, excusez-moi. Donc là, je libère mon mesh uniquement, d'accord, donc je n'ai pas changé la simulation, la simulation est identique. Je libère mon mesh, là j'augmente la subdivision à 3, d'accord, donc du coup il va être beaucoup plus subdivisé. Je bake mon mesh, d'accord, donc du coup je calcule mon mesh par rapport à l'interaction que j'ai avec ma simulation. Et voilà ce que ça me fait, vous voyez. Donc du coup la qualité de fluide est complètement différente. Donc là je vais juste lisser, d'accord, lisser mon mesh pour voir un petit peu mieux cette fluidité. Vous voyez. Et du coup, ça m'a créé donc quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus sympa en fait, beaucoup plus liquide, ok. Et voilà ce que ça me fait, d'accord. Donc voilà comment adoucir et comment donc du coup créer du liquide beaucoup moins condensé entre guillemets pour justement avoir des jolies nappes en fait de fluide. En sachant que là, l'interaction qu'on a ici, regardez si par exemple on analyse l'interaction que mon mesh généré a, ok. Donc là, par exemple, ça, c'est un cube, d'accord? C'est mon cube qui est là, ok? Mon cube de domaine, qui a été divisé 3 fois. Donc voilà la forme que ça me donne, d'accord? C'est la plus petite particule que je peux obtenir, ok? Voilà, d'ailleurs elle disparaît après, parce que voilà, elle n'a pas assez d'éléments d'interaction. Et ensuite, donc le fluide, comment il agit? Il va générer, donc justement, donc des petits cubes comme ça, donc divisés, d'accord? Et plus ils sont rapprochés, plus ils vont se souder. Et là, il y a un autre objet qui fait ça dans Blender, pour vous expliquer ça, c'est les métaballs. Donc ils sont là. Voilà, je crée une balle métaball, hop, je vais la placer ici. Tac, voilà. Et regardez comment les métaballs fonctionnent, c'est-à-dire que donc là, si je fais un Shift D, hop, vous voyez, donc là j'ai une deuxième métaball, qui est relative au monde, par rapport à sa taille et son échelle, et si elle interagit avec une autre, elle va se souder, vous voyez. Donc c'est-à-dire qu'elle va même pas donc se dupliquer en fait. Les vertex en fait disparaissent, vous voyez, ils se soudent. Du moment où j'ai une interaction avec une autre métaball, ça va se souder jusqu'à créer une forme unie, d'accord. Bah là c'est la même chose quand on fait du fluide, quand on génère du fluide ici, c'est ça que ça fait, d'accord. Donc ça crée plein de petites métaballs par rapport à mes cubes, d'accord, donc mes cubes là, qui vont être divisés plus ou moins de fois pour donner donc plus d'arêtes et de faces d'interaction. Et du coup ce qui va créer donc ces jointures de flow, d'accord. Donc là, regardez, dans ma simulation, hop, on voit que donc il y a des surfaces qui n'interagissent plus, donc du coup qui disparaissent, parce qu'elles sont trop loin de la simulation, d'accord. Donc ça aussi, pareil, c'est un paramètre qu'on va aborder. Et après, vous voyez, donc quand elles sont unies, elles sont complètement denses, et du coup, hop, ça me crée donc une densité de fluide, d'accord. Donc c'est comme des métaballs qui interagissent en même temps. Donc ensuite, donc les phases d'interaction vont s'unir, d'accord. Puis il y en a, donc les deux vont disparaître jusqu'à créer une jointure, d'accord. Donc c'est comme si c'était un seul et même objet, ok. Si aujourd'hui je prends mon mesh c'est ça, d'accord. J'ai pas une particule par truc, d'accord. J'ai pas un cube, je peux pas sélectionner un seul cube, une seule petite particule, d'accord. Donc voilà comment fonctionnent donc les fluides. Donc c'est pas parce que donc de base vous avez très peu de subdivision que vous pouvez pas obtenir donc une belle simulation en subdivisant le fluide qui est généré, d'accord. Maintenant, aujourd'hui, si on regarde donc mon animation, donc là j'ai libéré mon bake volontairement, on va diviser encore une fois ce nombre, donc par 16, je recalcule, et là si on regarde donc ma simulation, en fait elle s'arrête au bout d'un moment, d'accord, donc elle n'est pas continuelle. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, donc ça génère qu'une seule fois ma géométrie, d'accord, donc le volume que j'ai déterminé ici, d'accord, donc est-ce qu'il est planaire? Oui, c'est un plan.
combien tu veux de volume. Encore une fois, je ne sais pas à quoi ça correspond cette taille, mais voilà, ça doit être 2% peut-être du domaine, je ne sais pas. Et du coup, ça me génère donc mon flux, ok? Mais ensuite, par exemple, si là... Hop, je vais juste recalculer mon mesh rapidement. Donc si là, par exemple, maintenant, je veux plus de densité d'animation, d'accord, que mon animation dure plus longtemps, parce que là, on voit qu'à 50, elle s'arrête, et mon domaine redevient parfaitement solide, ok? Si je veux plus d'animation, c'est à moi de le calculer ici au niveau du cache, d'accord? Actuellement, mon cache, il va de où à où? Il va de 1 à 50, d'accord? Donc de 1 à la frame 50. À la frame 50, il s'arrête, donc la simulation s'arrête, et du coup, il repart à 0, d'accord? Là, j'ai plus de simulation. Donc maintenant, je vais l'augmenter, je vais mettre 125, d'accord? Pour avoir, du coup, 5 secondes d'animation, ok? Pourquoi 5 secondes? Parce que je l'ai déterminé ici au niveau de mes paramètres, d'accord, que une image, d'accord, une seconde, faisait 25. 25 images, ok? Donc là, j'ai 5 secondes puisque j'ai 125 frames, ok? Donc là, maintenant que j'ai déterminé donc, mon cache, je peux retourner ici, donc dans dans mes paramètres de domaine, hein, donc ici. Du coup, j'ai mis 125 au niveau du cache. Je vais augmenter encore une fois donc les nombres de subdivisions, donc je vais libérer mon cache, d'accord? Donc on va mettre à 64 comme tout à l'heure. Hop, je bake ma data. Donc du coup, ça va prendre un peu plus de temps forcément parce que l'animation est beaucoup plus longue, d'accord? Donc il va calculer toutes les interactions de mon fluide dans le temps, ok? Voilà, donc là mon calcul est terminé. Maintenant je vais bake mon mesh, d'accord? Donc pré-calculer mon mesh avec 3 niveaux de subdivision, d'accord? Donc ce qui est énorme. Hein. Ouais, donc là on peut s'apercevoir que du coup ça prend énormément de temps à donc bake le mesh. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, donc on a 64 par 64 par 64, d'accord, en cube, du coup qui vont être encore une fois divisés par 3. D'accord? Donc du coup ça va me créer énormément de faces, hein, d'accord? Donc volontairement je l'ai fait pour voir vraiment donc la hauteur de calcul, d'accord? Et voir si c'est vraiment nécessaire ou pas, d'accord? Tout seul, toujours en jouant avec un seul paramètre, hein, d'accord? Donc là, on joue pour l'instant que avec la résolution, d'accord? Après, il y a d'autres paramètres qu'on va voir par la suite, qui vont nous permettre de calculer les choses différemment, et de donner un peu plus de vie à notre simulation, mais pour l'instant, c'est uniquement avec la résolution qu'on joue. Hein. On joue avec la résolution, donc, du mesh, d'accord? La résolution de mon domaine, d'accord? Donc le nombre de subdivisions, et la forme de ma source. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait pour l'instant. Hop là, donc là volontairement je vais m'arrêter donc à 90, d'accord? Donc l'avantage avec Mantaflow, c'est qu'on peut s'arrêter n'importe quand dans le bake, d'accord? Et après le reprendre par la suite. Supposons que vous allez faire donc une simulation vraiment très élevée, d'accord? Donc par exemple avec, je sais pas, 128 niveaux de division ici, avec 5 fois la résolution là pour avoir vraiment une densité de liquide importante, enfin voilà, des paramètres vraiment très élevés. Vous mettez en pause, donc par exemple à 25%, vous regardez le résultat, voir si vraiment la texture du fluide déjà vous plaît, et après vous pouvez reprendre votre bake, d'accord? Donc là, ce que j'ai fait, je l'arrête à 90, et après je peux le reprendre, ok? Donc maintenant, on va analyser un petit peu ce que ça fait, d'accord? Donc là, ça m'a généré encore une fois le volume planaire, d'accord? Donc on voit qu'ici, mes surfaces sont parfaitement plates, d'accord? Ça va me donner juste du volume, en fait, donc de la densité, c'est comme si j'avais appliqué un Solidify, et du coup, ça va me donner de l'épaisseur, ok? Et là, maintenant, regardez, voilà, donc ça m'a généré ma source de flux, ok? Donc mon volume d'eau, et voilà ce que ça fait, d'accord? Donc vous voyez la qualité d'eau qu'on a maintenant, grâce aux subdivisions qu'on a. Donc c'est-à-dire qu'on a donc 64 fois la taille du domaine divisé par 64 par 64, hein, encore une fois je me répète mais c'est très important. Et ensuite, ici, 3 niveaux de subdivision, d'accord? Donc du coup ça va me créer donc des particules d'eau vraiment très très petites, d'accord? Et avoir une densité vraiment, vraiment très importante de fluide, vous voyez? Ok? Voilà, donc là on a une belle simulation d'eau, hein, vraiment très sympa. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est donc aborder la façon en fait donc qu'a Mantaflow donc de calculer ici au niveau des échelles de temps et les calculs, d'accord? Donc c'est le deuxième paramètre avec lequel on va jouer. Donc là, je vais réduire volontairement les paramètres, d'accord, pour que les simulations soient beaucoup plus rapides, parce que sinon ça va être très très long en fait d'attendre à chaque fois un quart d'heure pour que la simulation se fasse en rendu. Donc là, je vais mettre à 32 au niveau des divisions, hop, et je vais juste changer donc la source, hein, d'accord? Donc on va arrêter avec le plan. Et je vais mettre volontairement une icosphère, voilà, avec un niveau de subdivision et une taille ici donc de 0,25. Voilà, comme ceci. Ok? Tac. Cette icosphère là, donc je vais la remonter, hop, par ici. Voilà, comme ceci. Ok? En sachant qu'encore une fois, donc l'importance aussi d'avoir donc les éléments dans le domaine. Regardez, donc là si je mets ma source dehors, ok, et je calcule ici. Non, je calcule rien du tout parce que du coup j'ai pas. Hop.
Ah, donc si je la mets dehors, et donc là, je lui attribue, pareil, donc le type de source, d'accord? Hop, fluide, source, flux, voilà, donc qu'est-ce que c'est? C'est du liquide, hop. Là, je vais mettre géométrie, pour l'instant, on va aborder que ça. Planaire, non, du coup, il n'est pas plat. Surface d'émission, c'est lui-même, donc du coup, c'est bon. Vitesse initiale, on va juste mettre une vitesse initiale de -1 pour diriger la source vers le bas, d'accord? Maintenant, si je calcule ma simulation en ayant le flux dehors, d'accord? Donc en dehors du domaine, vous allez voir que ça marche pas du tout. Donc là, ça calcule je sais pas quoi, rien. Hop, on bake mon mesh, voilà. Et là, si je joue mon animation, vous voyez que ça marche pas, d'accord? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ma source, d'accord, donc mon flux, ne fait pas partie de mon domaine, elle n'est pas dans ma simulation. Ma simulation, qu'est-ce qui va la délimiter? C'est mon domaine, d'accord? Donc si par exemple vous voulez une simulation très grande, il faut que votre domaine soit proportionnel à votre scène, d'accord? S'il ne l'est pas, ça sert à rien, ok? Donc là je refais mon calcul encore une fois, hein, juste pour voir si ça fonctionne correctement. Je libère ma data, je la bake, hop. Ah, donc là vous voyez que la vitesse de calcul est beaucoup moins importante, hein, d'accord? Parce que j'ai 32 niveaux et pas 64. Voilà, hop, et je bake mon mesh également pour le calculer. Tac, voilà, et donc là je vois que tout fonctionne correctement, d'accord? Voilà. Donc là maintenant, qu'est-ce que ça va me générer? Donc vous voyez, ça me génère encore une fois donc des niveaux de cubes ici qui vont rentrer en collision avec le volume de mon icosphère, et du coup ça va les diviser une fois, ok? Donc j'ai beaucoup moins de densité de polygones maintenant, et voilà ce que j'ai, ok? Maintenant on va jouer donc avec le paramètre, rappelez-vous donc ici, hein, d'accord? Donc l'échelle de temps. Donc l'échelle de temps, ça fonctionne en fait donc par rapport à la durée de la simulation. En fait c'est le temps que va mettre à jouer la simulation. Donc là, par exemple, regardez, on va prendre un point au hasard. Je rebake ma data, hein, juste pour vous montrer. C'est pas la durée de la simulation, parce que la simulation, en fait, elle est déterminée par rapport au temps, hein, d'accord? Si vous laissez, je sais pas, 500 frames, le fluide va s'animer 500 frames jusqu'à stagner, d'accord? Mais c'est pas la vitesse de simulation, c'est la vitesse à laquelle vous voulez atteindre un certain point de la simulation. C'est plutôt ça. Donc là, actuellement, j'ai une valeur de 1, d'accord? Donc là, ma simulation, aujourd'hui, hop, elle tombe, voilà. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, j'ai une interaction avec mon domaine, ici, à la frame 8, ok? Et ensuite, elle se propage. Si maintenant je réduis le temps de simulation, d'accord, donc l'échelle du temps, et je la divise par 2, ok, je rebake ma data, du coup, c'est-à-dire que là, normalement, il lui faudra 2 fois plus de temps pour atteindre le même point. Donc au lieu d'être à 8, pour rentrer en collision avec mon domaine, il sera quasiment à 16, d'accord? Donc on va voir si c'est vraiment le cas. Hop. Voilà, donc là, je joue ma simulation, comme ceci. Hop. Vous voyez? Du coup, mon fluide est beaucoup moins dense, en fait, et du coup, il prend beaucoup plus de temps à interagir avec ma forme, d'accord? Donc cela influencie, donc du coup, la simulation en termes de temps, d'accord? Mais ça va influencer aussi donc l'interaction de la simulation. Puisqu'elle va prendre plus de temps à tomber, d'accord? Elle va se propager d'une façon complètement différente. Donc là, je vais vous montrer un exemple, comme ça sera beaucoup plus parlant. Du coup, on va dupliquer ma collection, d'accord? Donc dupliquer collection, hein. Hop. Cette duplication-là, du coup, tac, je vais la sélectionner, d'accord? Je vais la décaler sur l'axe des X sur la droite, comme ceci. Je réaffiche ma collection 1, ok? Et donc là, mon domaine, donc... Et là, du coup, mon conteneur 1, je vais libérer ma data. Hop. Je vais le remettre à 1, d'accord? L'autre, je vais faire pareil, là. Je libère ma data. Et je vais le mettre à 0.5, voilà. Ensuite, pour le cache, très important, ça quand vous faites 2 simulations en même temps, il faut changer le dossier de cache, d'accord? Il faut que chacun ait son dossier de cache, d'accord? Puisque c'est 2 simulations différentes, il faut 2 dossiers de cache, très important. Donc là, ce que je vais faire, hein, ici, je vais faire un dossier pour ma simulation, donc on va mettre sim2, ok? Hop, et celle-ci, ça va être la sim1, voilà, comme ça j'ai un dossier vraiment propre aux deux, ok? Donc ça pareil, hein, très important, quand vous savez pas que vous faites des calculs en fait après pour rien, ça prend énormément de temps, d'accord? Donc simulation 1, c'est mon fichier 1, simulation 2, c'est mon fichier 2, d'accord? Comme ça j'ai 2 caches différents, et du coup je peux faire 2 calculs différents avec 2 paramètres différents. Sinon ça va effacer mon cache par rapport au dernier. Supposons que je simule celle-ci, et après je simule celle-là, bah c'est celle-là qui va rester, celle-ci je l'aurais plus, d'accord? Donc là, en termes de temps, voilà, donc on est sur une échelle à 1, et là on est sur une échelle à 0.5. Donc j'ai divisé le temps par 2 ici, donc ça va mettre 2 fois plus de temps. Ici,
on va commencer à faire un bake. Voilà. Et sur ceci, pareil. D'accord, donc on bake la data de l'autre simulation. Voilà. Et maintenant, donc celui-ci est terminé, donc je vais faire donc un bake mesh, donc là pour calculer donc le mesh, hein, rappelez-vous, générer. Et là, pareil, la même chose. D'accord? Donc on a exactement les mêmes paramètres à part l'échelle du temps. Ok? Maintenant, si je reviens donc à la frame 1, d'accord, donc au tout début de simulation, regardez ici comment ça va agir, d'accord, donc on l'a dans la fenêtre de rendu. Hop. Voilà, vous voyez que mon fluide, donc là, prend beaucoup plus de temps à tomber, hein, d'accord, donc l'autre est déjà tombé et il est quasiment statique, hein, à la frame 12, l'autre n'est même pas encore tombé, il interagit, et voilà. Vous voyez en fait la différence de simulation qu'il y a, comme quoi l'échelle du temps en fait interagit aussi avec la simulation, d'accord? C'est pas uniquement une échelle de temps où vous allez avoir exactement la même simulation sur les deux, non. C'est vraiment l'échelle du temps qui va déterminer la fluidité du mouvement que le fluide va avoir, d'accord? Vu qu'il est plus lent, et du coup, bah, la simulation finale en fait, hein, tout simplement. On voit qu'on n'a pas du tout la même simulation, d'accord? Et du coup, si on compare donc les deux simulations, hein, donc là par exemple, on a ici une interaction, donc rappelez-vous, à la frame 8, je crois. C'est ça, hein. Hop. La frame 8, il interagit, d'accord, donc il s'aplatit directement comme ça. L'autre, elle va prendre plus de temps à tomber, d'accord, donc on aura beaucoup plus de frames pour l'interaction, vous voyez, donc là, hop, là, elle commence à interagir, alors que cette frame-là, je l'ai pas dans l'autre. Et là, tac, elle va descendre tout doucement. D'accord? Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est faire une simulation beaucoup plus lente, donc à 0.5, pour avoir beaucoup plus de frames par seconde pour vos simulations, et après, en post-production, quand vous faites votre montage, vous l'accélérez, d'accord? Ce qui permet d'avoir vraiment quelque chose de très fluide, et du coup, d'avoir une densité d'image beaucoup plus importante, d'accord? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Ok? Donc voilà. Donc là, en fait, celle-ci, par exemple, est beaucoup plus jolie en termes de, de relief et de vagues que celle-ci. Celle-ci est trop rapide, elle tombe, et puis voilà, elle se met directement en place, quasiment, quoi. Alors que l'autre, elle a beaucoup plus d'interaction, d'accord? Voilà. Donc ça, c'était l'échelle du temps. Et après, on peut également donc l'augmenter, hein, d'accord? Donc là, par exemple, c'est ce qu'on va faire de suite avec la simulation 2, hein. Donc je libère ma data, hop. Ici, je vais augmenter donc la vitesse par 2, d'accord? Donc il me faudra 2 fois moins de temps pour interagir, et du coup, ma simulation sera quand même différente, regardez. Donc là, on calcule. Donc là, par exemple, on est à la frame 8 hein, pour celle-ci, là on va être à la frame 4, il sera déjà au sol, d'accord? Et du coup, donc ma fluidité de mouvement, vous voyez que ça va être complètement différent, hein, ça n'a strictement rien à voir. Donc là, bake mesh. Donc là, regardez, hop. Vous voyez? Donc là, ma simulation est tellement rapide, en fait, que du coup, donc là, à la frame 4, j'ai déjà interagi, vous voyez, avec mon domaine. Hop, elle se dissipe quasiment de façon instantanée, d'accord? Donc j'ai pas toutes les étapes où elle va vraiment tomber et s'aplatir, etc., et s'étendre. Elle va passer donc de ce statut-là au statut quasiment ouvert, vous voyez? Donc là, frame 4, frame 5. Vous voyez la différence d'animation? Alors que l'autre, elle prend quand même un peu de temps. Hop, vous voyez? Donc on a cette étape-là, et cette étape-là. D'accord? Alors que l'autre, non, c'est quasiment immédiat. Elle tombe, elle s'expand. Ok? Donc voilà la différence entre le temps. Donc le temps est important pour la simulation, d'accord? Donc ce qui permet de donner une meilleure fluidité à votre simulation, donc du coup plus d'images par seconde pour calculer, après vous pouvez les accélérer, hein, c'est pas gênant, d'accord? Et du coup pour avoir vraiment des jolis mouvements de vagues et de fluides, d'accord? Ensuite, donc ici on a un autre paramètre qui est donc le CFL number, donc ça en fait c'est la vélocité du flux que va avoir donc la simulation, d'accord? Donc rappelez-vous, hein, le flux a une influence, puisque du coup, plus vite il tombe, plus vite il va s'expandre, d'accord? Donc par rapport au temps, mais aussi par rapport à ce calcul-là, d'accord? Donc là, si j'augmente les étapes, ici par exemple, je vais mettre donc 2 étapes de calcul, et là j'en mets 10, d'accord? Vous allez voir la différence. Hop, donc là je vais bake ma data. Je pense que je vais réduire aussi donc les paramètres à 32, on va les mettre à 16 pour que ça soit plus rapide, sinon c'est un peu long à chaque fois d'attendre le bake. Mais bon, c'est quand même pour avoir une densité de fluide assez jolie, parce que sinon après ça donne des fluides pas du tout beaux. Hop, là, et ensuite donc je calcule mon mesh ici. Voilà, et je vais calculer l'autre ici. Voilà. Et du coup on va regarder comment agissent donc les deux fluides, d'accord? Donc à quoi servent donc les étapes de calcul. En sachant que là par contre, oui, non. Hop, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur, l'échelle du temps, il faut que je la mette identique, hein, d'accord? Donc on va la mettre à 1 partout. Pour avoir exactement la même chose en termes de temps, mais pas la même chose en termes de calcul, d'accord? Voilà, donc là je recommence, je bake mon mesh également, hop. Voilà. Et donc là, c'est les étapes en fait de calcul qu'il faudra donc à mon fluide pour les interactions. Donc là, regardez, on va regarder frame par frame. Hein. On voit déjà la différence ici, d'accord, avec les étapes de calcul, d'accord?
c'est que là, ça va me créer un bloc quasiment uni, alors que là, ça va être quelque chose de beaucoup plus fluide, d'accord? Donc ça va étendre mon volume différemment, d'accord? On continue la simulation, hein. Vous voyez que c'est complètement différent, donc là, l'interaction avec ma scène est beaucoup plus aléatoire, d'accord, puisqu'elle est beaucoup plus réaliste, d'accord, dans le sens où en fait là quand ça va interagir avec mon sol, donc avec mon domaine, hein, hop, elle va s'expandre comme ça, d'accord, alors que là c'est quasiment uniforme. On continue, hop, voilà, donc là on analyse un petit peu les étapes, hein. Vous voyez que donc, les deux simulations, malgré les paramètres identiques, ont des calculs complètement différents l'une de l'autre, d'accord, puisque ce sont des étapes de calcul, d'accord? Donc là, on a 4 étapes de calcul, donc ça va calculer 4 fois les interactions avec les... j'appelle ça les métaboles, mais bon, avec les fluides, hein, parce que, vous voyez, en fait, ça ressemble vraiment à des métaboles, hein, d'accord? Du coup, voilà, donc avec mon fluide, alors que là, ça va les calculer 10 fois, d'accord? Et voilà, donc jusqu'à arriver donc à l'interaction finale de mon domaine, donc où il n'y a plus de mouvement, ok? Donc là, la frame 125 quasiment, voilà, et après le mouvement se stagne, ok? Alors que là, c'est pas fini. Donc là, ça veut dire que quand on augmente le nombre d'étapes, d'accord, donc ça va calculer plus rapidement l'interaction de mon fluide, de meilleure forme aussi, hein, parce que vous voyez la forme des objets initiaux n'ont rien à voir l'un avec l'autre, hein, d'accord? Ici, on a une forme beaucoup plus liquide, alors que là, on dirait vraiment un bloc, en fait, hein, qui est un peu poli, d'accord? Voilà. Et même la simulation est beaucoup plus jolie à droite qu'à gauche. D'accord? Donc les étapes de calcul, pareil, ça alourdit un petit peu votre temps de calcul, mais pas énorme, et ça permet d'avoir vraiment des bons résultats. Ok? Donc ça, c'était pour les CFL numbers, donc c'est la quantité de calcul que Blender va faire pour simuler vos fluides. Ensuite, on a ici donc les time steps. Donc ça, c'est le nombre de fois où Blender va calculer par frame. Pareil, la simulation, d'accord? Donc ça, c'est le nombre de calculs global, d'accord, de la simulation, et là, c'est le nombre de calculs par frame. Donc ça, c'est très important, par exemple, dans le cas d'une collision. Là, pour l'instant, on n'a pas de collision à part avec le domaine, d'accord? Donc du coup, on va pas trop voir la différence. On va quand même essayer de modifier ces valeurs-là, d'accord? Donc ici, sur la gauche, donc sur la simulation 1, j'ai un time step minimum, et maximum 4. On va augmenter un petit peu ces valeurs-là, on va les mettre à 16, d'accord? Et minimum, il en aura 8. Ok? Donc c'est-à-dire que maximum, il va faire 16 calculs, et minimum 8, d'accord? Il est obligé d'en faire 8, quoi qu'il arrive. Sur l'autre, par contre, on va augmenter énormément. On va mettre donc 50, d'accord? Et minimum, il va en faire 25, d'accord? Je vais bake mes deux simulations. Donc là, vous voyez que donc, du coup, la vitesse de calcul est beaucoup plus grande. Donc c'est pour ça que je vais passer à des valeurs beaucoup plus basses ici au niveau des divisions. On va passer à 16, d'accord, sur chacun. Hop, 16. Voilà. Et au niveau des calculs, pareil, donc là, on va mettre 4 partout, hein, d'accord, comme c'était par défaut, en fait. Hein. Donc 4 niveaux de calcul, 4 niveaux de calcul, d'accord. Par contre, ça, c'est les étapes de calcul. Hop. Donc bake. Donc on voit quand même avec 16 niveaux de division, la simulation est quand même assez dense, d'accord? Pourquoi? Parce que ça va calculer là 8 fois minimum et 16 fois maximum pour l'interaction. Là, ça va calculer 25 fois et 50, donc là on va voir que ça prend beaucoup plus de temps, vous voyez, comparé à l'autre. Parce que là ça calcule 25 fois minimum et maximum 50 fois, ok? Donc ça, c'est tous des paramètres en fait qu'il faut comprendre pour les régler correctement pour avoir donc la simulation qu'on souhaite, d'accord? Donc en sachant que vous voyez que là, plus on avance dans les paramètres, hein, d'accord? Donc pour l'instant, on va aborder que ces paramètres-là. Vous voyez que plus on avance dans les paramètres, plus ils sont auto-liés, d'accord? C'est-à-dire qu'ils se complètent l'un l'autre. Si vous mettez beaucoup de subdivisions, ça va créer donc une grosse densité de volume. Si vous mettez peu de densité, bah, du coup, il faut régler avec d'autres paramètres avec le mesh, par exemple, pour avoir une belle densité de fluide. Le temps aussi qui est très important, réduire le temps pour avoir des belles vagues et des belles, de laisser le temps en fait à Blender de calculer les choses, comme pour le modificateur tissu. Hein. Plus on lui laissait le temps, rappelez-vous, plus le tissu avait le temps de s'affaisser, de créer des frames intermédiaires pour créer le mouvement du tissu. Voilà, donc là c'est pareil en fait. Hein. Faut laisser le temps au logiciel et pas dire oui bah c'est trop long, du coup j'accélère pour faire des simulations rapides. D'accord? Donc là voilà, donc j'ai bake mes deux animations, on bake le mesh, donc là vous voyez que c'est beaucoup plus rapide par contre. Et là, hop. Voilà. Ok? Donc maintenant, si on analyse donc les deux, regardez ce que ça fait. Donc là, rappelez-vous, hein, ici, j'ai, hop, 25 images 50, donc sur celle-ci, et là, j'en ai 8 par 16, hein, d'accord?
Voilà ce que ça fait, d'accord? Donc ma densité de liquide, rappelez-vous, donc elle est beaucoup moins grande, d'accord? Donc elle est à 16, hein, c'est volontaire parce que sinon ça prend beaucoup trop de temps. Et là, regardez donc la propagation, d'accord? Vous voyez qu'en fait, si j'augmente le nombre d'étapes, en fait, Blender va calculer tellement de fois le fluide que du coup, il va pas savoir comment gérer, d'accord? Vous voyez que là, il va tourner en rond, en fait, on ne sait pas pourquoi, et après, il va stagner, d'accord? Regardez ici. Hein. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'en fait, il calcule tellement de fois l'interaction avec quelque chose, vu qu'il n'y en a pas, il sait pas comment réagir. Là, il interagit avec le sol, il va tourner autour de mon sol, d'accord, d'une façon assez étrange, pour trouver sa place dans le volume, d'accord. Donc ça, les étapes de calcul, en fait, il faut uniquement les augmenter quand vous avez des interactions complexes, en fait, avec des objets complexes, ou des scènes où il y a beaucoup de collisions, d'accord, pour que Blender prenne le temps de calculer, d'accord, qu'il y a une échelle du temps plus petite aussi, hein, et du coup, une grosse quantité de calcul, d'accord. Voilà. Mais vous voyez que là, en fait, tous les calculs que Blender va faire, en fait, pour arriver au même stade que celle-ci. Hein. Celle-ci, il arrive rapidement parce qu'elle calcule 8 fois. Est-ce qu'il y a des collisions? Donc là, 8 fois. Donc là, elle calcule 8 fois, hein, d'accord? Donc la première frame. Deuxième frame, pareil. Non, 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 non. Là, j'ai une collision, ok. Je la calcule 8 fois, maximum 16, d'accord? Donc j'ai un peu de temps avant de trouver ma place. Mais je la trouve, voilà. Là, je l'ai trouvée. Je suis parfaitement regroupé. Par contre, lui, il galère, hein, il met vraiment beaucoup de temps, parce qu'il calcule 25 fois pour voir s'il n'y a pas d'interaction, et voir où est le volume restant, en fait, hein, d'accord? Parce que le but d'une métabole, rappelez-vous, c'est de s'unir, d'accord? Elle doit s'unir pour, justement, remplir le volume, d'accord? Donc voilà. Ok, donc vitesse de calcul très important, mais pour des choses complexes, pour des choses simples, ça ne sert à rien, puisque ça, sinon c'est beaucoup trop de calculs, et Blender va faire un peu n'importe quoi, parce qu'il va calculer trop de fois en fait sa densité et son interaction, d'accord? Voilà, donc là du coup je vais remettre donc, des paramètres par défaut, hein, donc rappelez-vous on avait une étape de calcul, voilà, ce qui est largement suffisant pour des simulations simples, et là on était à 4 je crois, ou 8, bon on va mettre 8, ok? Hop, c'est pas très gênant, de toute façon 8, c'est le nombre maximal. Ok. Voilà, donc là c'était pour les étapes, d'accord. Si je décoche cette option-là, d'accord, donc ça me décoche les étapes, hein, d'accord, donc ça va faire des étapes automatiques, ok. Si je le coche, c'est à moi de décider combien d'étapes tu vas calculer, d'accord. Très important. Ensuite, donc là c'est pour utiliser donc la gravité de la scène. Donc ça par exemple c'est un paramètre qui est par défaut, d'accord. Je sais pas si en décochant la gravité ici, je peux l'influencer. Ouais, si, voilà. Donc si je décoche donc la gravité du monde, d'accord, c'est à moi de donner une gravité, une densité de gravité. Donc supposons que là j'ai une gravité donc à moins 5, d'accord. Ici je vais donner une gravité beaucoup plus grande, donc moins 20 par exemple. Encore une fois, je reste sur des valeurs très basses, c'est vraiment pour avoir des temps de simulation très courts, d'accord. C'est vraiment pour comprendre comment ça fonctionne, hein. Ça sert à rien de faire des simulations à chaque fois très, très grosses. Vous voyez. Donc là j'ai 20 fois la gravité, donc du coup mon fluide va tomber très très vite, ok, puisqu'il a tiré vers le bas très fort. Et l'autre, non, par contre, va prendre un peu plus de temps que la normale, ok. Voilà, donc ça, c'est la gravité personnelle, d'accord. Donc bien désactiver la gravité dans le monde pour ne pas avoir à régler la gravité soi-même, d'accord. Hop, voilà, donc ici. Je libère ma data de chaque côté, hop, et ensuite on a ici donc les collisions, d'accord. Donc les collisions, ça n'a rien à voir avec les collisions d'objets, c'est des collisions de bords, d'accord. Donc les collisions de bords, ça veut dire que ça va interagir avec le domaine, d'accord. Donc c'est des collisions de lui-même. Est-ce que je veux qu'il interagisse avec ma face, d'accord, donc la collision de face, donc rappelez-vous c'est la face ici, hein, de face, de gauche, d'accord, donc quand on appuie sur 3 on est à gauche, de derrière, donc CTRL 1, CTRL 1, je suis derrière, d'accord. De haut, c'est 7, d'accord, donc c'est la face du haut. Ensuite, on a de droite, CTRL 3. C'est ça, hein, ouais. CTRL 3. Et ensuite, on a en bas, donc c'est CTRL 7, d'accord, pour voir la vue de dessus. Donc voilà, donc ça correspond aux phases de mon domaine, d'accord. Donc du coup, si je décoche par exemple donc celle du bas, c'est la plus parlante, hein, donc c'est celle du bas, vous allez voir comment ça réagit. Hop, du coup, je vais précalculer mon bake. Ah, donc ce paramètre-là peut servir dans certaines situations, dans le sens où en fait votre domaine va, encore une fois, délimiter la quantité d'eau que vous avez. Supposons que vous avez une scène très complexe où vous avez beaucoup d'eau en fait, hein, vous avez besoin de beaucoup d'eau, mais vous voulez pas que l'eau interagisse avec le domaine, d'accord, qu'on voit les limites du domaine, d'accord, que ça fasse genre un plan, puis après ça tape et du coup ça s'aplatit, comme là c'est le cas. Vous pouvez désactiver donc la collision avec les faces. Donc là ce que j'ai pas fait.
Hop, voilà, donc rebake, excusez-moi. Voilà, donc du coup ça permet donc de désactiver l'interaction avec les faces du domaine, d'accord? Donc ça peut être important, pour l'instant je l'ai jamais utilisé, mais par exemple pour les fumées c'est très important, d'accord? La fumée va monter dans le temps, et du coup va interagir au bout d'un moment avec le domaine, c'est normal. La fumée est dense, donc du coup elle va monter vers le haut, et elle va interagir avec le domaine à la fin. Donc là je bake mon mesh rapidement, hop, voilà, et du coup regardez, donc là maintenant, j'ai désactivé, vous voyez, la collision avec mon bas. Donc du coup, c'est-à-dire que là, il interagit avec rien, il va disparaître, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il peut pas dépasser son domaine, d'accord? Il peut pas dépasser sa quantité, mais du coup, il va pas créer cette forme plate, d'accord? Comme quoi il interagit avec quelque chose. Il va juste disparaître. Donc ça peut être intéressant, comme je dis, pour une simulation très grande, où vous voulez pas voir donc les bords de votre domaine, vous désactivez la collision avec le domaine en lui-même, et du coup ça évite ce problème-là. Donc encore une fois, pour l'exemple, la fumée qui monte, une fois qu'elle va taper mon domaine, ça va créer un espèce d'aplati, alors que là il n'y a rien, visuellement il n'y a rien. Du coup on peut le désactiver, comme ça la fumée quand elle va atteindre cette cime, elle va disparaître, comme là c'est le cas avec mon fluide, d'accord? Pareil pour un bac, par exemple vous avez un bac, vous voulez faire des vagues, les vagues si elles dépassent un petit peu donc le domaine, la baignoire, et que du coup elles viennent taper contre mes parois du domaine, ça va créer une face plane. Moi, c'est pas joli. Donc du coup, on peut le désactiver, comme ça, si elle tape, elle disparaît, et puis du coup, on la voit pas. Quoi. Ok. Voilà, donc ça, c'est la collision avec le domaine, d'accord? Donc ça n'a rien à voir avec les collisions internes. Hein. Donc là, je réactive tout, d'accord? Hop. Voilà, je libère ma data, je réactive les paramètres, et voilà. Donc là, pour l'instant, voilà donc les paramètres qu'on a vus, d'accord? Donc l'importance des divisions, l'importance de l'échelle du temps, d'accord? Pour laisser le temps à Blender de calculer les choses, le nombre de calculs par rapport à la simulation totale, hein, encore une fois, et après donc le nombre d'étapes par seconde, d'accord? Très important. Et ensuite, donc là, on abordera donc ensuite donc le liquide, ça c'est bien plus tard, hein, d'accord? Le mesh, on vient de le voir, donc là le mesh, pareil, on va regarder un petit peu les paramètres qu'il nous propose. Donc on a ici, rappelez-vous, donc ça c'est la résolution du mesh final, donc combien de fois mes cubes avec lesquels je vais interagir vont être subdivisés, d'accord? Pour créer la densité de fluide ou la fluidité du fluide, tout simplement. On a ici ensuite donc le radius de particules. Donc rappelez-vous, je vous ai montré avec les métaballs, qu'on a ici, hein, je vais le refaire. À chaque fois je cherche où elles sont, hop, voilà. Donc la métaball, tac. Donc le radius d'influence, d'accord, donc c'est le radius qui va être généré par rapport à l'interaction, d'accord. Donc si j'augmente le radius, c'est-à-dire qu'elles vont interagir très très vite. Regardez. Donc là, je vais vous donner un exemple. Ici, on va augmenter, donc on va baisser le radius à 0.1, d'accord. Et là, par contre, on va l'augmenter, on va le mettre à 3. Ok. Je bake ma data sur les deux. Donc là, ça prend un certain temps. Voilà. Je bake mon mesh également pour avoir donc, le visuel, hein, encore une fois. Hop. Et voilà. Donc là, on a déjà pu avoir un petit aperçu de ce que ça a fait comme chose. C'est que là, en fait, vous voyez que donc, mon radius de division est tellement bas avec mes particules que du coup, ça va générer très peu de quantité de fluide parce que du coup, bah, l'interaction est quasiment nulle, en fait, hein, vous voyez. Donc là, ça interagit avec la géométrie, hein, rappelez-vous, hein, donc le volume de mon objet. Ça va générer mon flux. Et vous voyez, en fait, la simulation. Hop. Ça me génère donc du fluide comme il peut. Et après, il a tellement pas d'interaction que du coup, il disparaît sur lui-même. D'accord? Parce que du coup, mon radius, donc ma densité d'interaction est trop petite. En revanche, l'autre, non, puisque j'ai un radius de 3, d'accord? Donc du coup, ça influencie 3 fois sa taille. Et du coup, voilà, vous voyez, ça me crée une densité de fluide beaucoup plus grande. D'accord? Donc ça permet, c'est un réglage à vraiment prendre en compte en fait, hein, parce que si vous avez des radius trop grands, ça va créer donc des particules trop grosses comme là c'est le cas, et du coup créer des trous dans votre simulation. En revanche, des particules trop basses, bah, elles n'intéressent pas du tout, et du coup il y a des trous encore plus grands. D'accord? Donc ça c'est vraiment un réglage très 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 important, le radius de vos particules générées. D'accord? Donc là on va le libérer, hop. Là pareil je libère mon calcul. Tac. Et du coup, donc le radius, ici on le repasse sur un radius de 2. D'accord, donc le radius de 2 c'est vraiment la base, c'est vraiment pas mal. Ensuite on a ici donc les vecteurs de vitesse, en fait ça c'est, pareil, ça je pense qu'on va l'aborder plus tard en fait, hein, parce que c'est quand même assez complexe à comprendre. Ici donc le générateur de mesh, pareil. Donc on a ici la possibilité de le mettre donc soit en finale, d'accord, donc avec la qualité finale de subdivision, donc supposons qu'ici je mette donc là 5, d'accord, et du coup je le mets en préval, d'accord, donc en prévisualisation, et ici je vais le mettre en finale, pareil avec 5 niveaux de division. Et là on va voir ce que ça fait.
Hop, voilà. Donc je bake ma data. Voilà. Donc là, si on analyse donc les deux scènes, en fait, hein, donc ici j'ai la qualité finale, d'accord? Donc je suis ici en finale, avec 5 niveaux de division, et là par contre je suis avec 5 niveaux de division, mais en préval, d'accord? Voilà, donc là si on regarde donc ma simulation, en fait, hein, donc ici j'ai beaucoup moins de subdivision, d'accord? Parce que je suis en prévisualisation, donc du coup ça va... Je crois que ça les réduit par 50% en fait, hein. Après on va regarder juste la quantité, alors que là par contre j'ai une meilleure densité de fluide, d'accord? Parce que je suis en qualité finale, d'accord? Vous voyez la différence? Alors qu'on a la même frame avec les mêmes densités, hein, d'accord? Voilà. Donc ça pareil, c'est un paramètre à prendre en compte si vous voulez alléger en fait votre simulation, et du coup donc avoir un rendu moins beau, pour calculer plus vite, entre guillemets, et après vraiment faire un rendu final avec beaucoup plus de densité, hein. Ok? Voilà, donc là je libère juste mon mesh, hop, voilà, et on libère la data. Tac. Alors quand vous cliquez Free Data, en fait ça va libérer aussi le mesh, hein, d'accord? Donc ça c'est, voilà, ça sert à rien de libérer le mesh et après la data. Vous libérez le mesh uniquement si vous voulez recalculer que le mesh, d'accord? Pas la simulation complète, d'accord? Voilà, donc ça c'était pour le mesh. Ensuite on a ici, donc pareil, donc pour la qualité finale, hein, quand on est en préval, du coup ça ne va pas smoother donc mes vertex, d'accord? Donc ça va les laisser normaux en fait, hein, d'accord? Si vous appliquez pas le lissage, ok? Si là par exemple on est en plat, et là aussi, du coup, là sur la finale ça sera vraiment lissé, alors que sur celle-ci pas du tout, on va vraiment voir les polygones, d'accord? Donc là smoothing, ok, ça permet d'augmenter donc le facteur de lissage du mesh, ok? Donc ensuite on a ici donc un autre réglage qui est la concavity upper, donc là pareil on va regarder donc ce que c'est. Hop, donc du coup je passe en finale sur les deux, avec donc un niveau de smooth, hein, pareil, donc en négatif et en positif, d'accord? Donc ça va lisser donc les normales positives ou négatives, peu importe, d'accord? Puisque quand on regarde, en fait, hein, ça crée deux faces, d'accord? Donc ça crée... Enfin oui, ça crée deux faces, ça me paraît logique, mais on a un cube, d'accord? Donc toutes les faces sont avec les normales extérieures, d'accord? Donc ça va les lisser positivement et négativement, d'accord? Ensuite, on a ici donc le paramètre de concavity, en fait, donc du coup, qui est la forme convexe, en fait, que vont prendre les particules, pareil. Donc là, si on fait un calcul rapide, hein, donc de la data, hop, on va jouer qu'avec le mesh, hein, d'accord? Donc je vais pas recalculer à chaque fois. On va calculer une fois et jouer avec les paramètres, ce sera beaucoup plus simple. Hop. Voilà, comme ceci. Hop. Donc là, par exemple, sur la gauche, en fait, donc je vais mettre un paramètre de concavité, donc ici à 0.5, d'accord, donc une valeur vraiment très basse. Et là, on va l'augmenter à 5 par contre. Donc là, hop, voilà. Donc là, je vais bake mon mesh, d'accord, à gauche. Vous allez voir donc le résultat, hein. Ça, c'est pareil, c'est un paramètre très important pour combler les trous qu'on a vus tout à l'heure, hein, d'accord? Si on a une densité moins grande. Et là, hop, bake mesh. Mec, donc là, j'ai une qualité de mesh qui est pas belle en fait, hein, parce que du coup, mon liquide n'est pas smooth, d'accord? J'ai pas lissé mes particules. Vous voyez, donc là, en fait, ça va combler donc les zones de trous, d'accord? Donc les zones de non-interaction par rapport au radius des particules, hein, encore une fois, hein, très important, et du coup ça va combler les trous, d'accord? Donc là ce que ça fait, d'accord, donc on a quelque chose de constant et fluide, alors que là, pas du tout, d'accord? Parce que j'ai 0.5, donc du coup ça n'interagit quasiment pas. Donc ça, très important, si vous ne le mettez pas correctement, du coup ça crée des trous dans votre simulation, et voilà, il y aura beaucoup moins de surface d'interaction, ok? Voilà, donc ça c'est pour la concavité. Et ensuite, donc minuscule, pareil, donc c'est vraiment pour les petites particules, pareil, pour qu'elles interagissent avec elles-mêmes. Donc là c'est bien, 0.4 c'est la valeur minimale. Et après, donc en valeur ici, on peut mettre à 2 ou à 1, enfin voilà, peu importe. Moi j'aime bien la valeur de base, 3.5, c'était très très bien. Ok. Donc là pareil, donc je libère ma data. Et voilà. Et voilà. Donc ensuite, donc pour la prochaine vidéo, on va aborder donc ensuite les particules, d'accord? Donc ça sera en couplant avec ça, hein, d'accord, avec le liquide, parce que c'est aussi des particules. Hein. Et ensuite, on verra après donc les paramètres de diffusion, ça aussi c'est très important. Les guides, je pense que ce sera pour une autre vidéo, parce que pareil c'est très très long. Le cache, on l'a vu, donc voilà, on sait comment ça fonctionne. Hein. Petite précision ici, hein, d'accord. Donc là, on est en type modulaire, d'accord. Donc c'est-à-dire qu'on peut interagir avec les paramètres et les calculer séparément. Si vous mettez en finale, d'accord, vous n'avez plus accès au bake individuel, d'accord, donc vous pouvez toujours changer les valeurs mais sans voir vraiment ce qu'elles font, à part bake la totalité de la scène, d'accord. Donc ça c'est un peu contraignant, moi je préfère rester en modulaire, et après une fois que j'ai fini mes paramètres, là je peux mettre en finale et faire un calcul final, mais bon, voilà, on peut le faire individuellement, donc
c'est pas gênant, quoi. D'accord, donc ça, voilà, petite notion. Là, début de frame, fin de frame, hein, d'accord, donc début de simulation et fin. Le format donc, de calcul, bon, ça, c'est pas très intéressant de le changer, hein, clairement. Et après, dans avancé, on a la possibilité d'exporter donc le script qui est généré par rapport aux informations, d'accord. Donc ça, pareil, ça peut servir pour d'autres choses. Les poids de champ, c'est pareil comme les tissus hein, qu'on a vu, c'est la force à laquelle vont interagir donc les champs de force et la gravité, d'accord. Donc on peut baisser les paramètres ici. Donc c'est des facteurs d'influence. Et c'est à peu près tout, d'accord. Donc pour le reste des paramètres, on les verra par la suite sur la deuxième vidéo, où on va parler également donc des paramètres ici, donc de mesh, d'accord. Donc les aborder un petit peu en détail, hein, on a déjà commencé, et ensuite voir comment on peut créer aussi des interactions avec les flux, d'accord. Donc on a un autre type ici de paramètres qu'on n'a pas abordé encore, c'est les effecteurs, d'accord. Donc c'est les influenceurs dans la simulation. Donc les effecteurs peuvent être de deux types, d'accord, qu'on va aborder ensemble, et voir comment on peut jouer avec les simulations avec ça, ok. Voilà, donc n'hésitez pas donc à me donner un retour par rapport à cette vidéo-là, d'accord, pour me dire voilà donc si le sujet est bien compris, s'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde pour la deuxième partie, encore une fois, d'accord, qui ont été mal compris ou mal assimilés, et du coup voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc encore une fois à me soutenir sur la page Utip, d'accord, donc en regardant une petite pub de quelques secondes, ce qui me donne accès à 1 centime par visionnage, d'accord, donc c'est peu, mais à grande échelle ça fait la différence, ou sinon un don permanent ou ponctuel, pour aider donc la chaîne à continuer à avancer en fait, d'accord. Merci à vous, et on se retrouve bientôt pour la deuxième partie de Mantaflow du coup. Ciao ciao.